Et viennent me rejoindre sur scène Maxime Charrier, senior manager secteur tech chez KPMG, et Charles Mauclair, président du bureau ICT Numéum. Merci de les accueillir tous les deux, s'il vous plaît. À l'écran, vous découvrez l'ensemble des candidats sur cette catégorie gestion des talents. Alors, on reprend le flyer et on flashcode, mais je vois qu'il y en a qui sont déjà prêts. On flashcode la question numéro 2, qui est la suivante. Quelle a été la proportion de femmes recrutées en 2021 dans les ESN et les ICT? Vous allez voir, de toute façon, on vous propose quelques chiffres quand même dans les éléments de réponse. Alors, Maxime, on commence avec vous sur les grands enseignements de l'étude sur la gestion des talents. Qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, commençons déjà par un chiffre. Si je vous dis 21%, ce chiffre, en fait, il concerne les grandes entreprises et c'est la proportion de leurs effectifs actuels qu'elles ont pour ambition de recruter chaque année jusqu'en 2024. Pour les ETI et les PME, ce chiffre passe même à 37% et 45% de recrutement de leurs effectifs chaque année. Donc c'est considérable. Donc vous l'aurez compris, les plans de recrutement à 3 ans sont très ambitieux et sont finalement forcément complètement indexés sur les objectifs de croissance que se sont fixés les ESN et les ICT. Alors, pour arriver à atteindre ces niveaux, les acteurs du numérique mettent en place des processus et des actions de recrutement avec en pilier numéro 1 les programmes de cooptation qui sont présents chez 4 ESN et ICT sur 5. Derrière suivent les campagnes de communication, l'utilisation de plateformes dédiées au recrutement ou encore des partenariats avec les écoles. À noter par contre que seulement 15% des acteurs du numérique font appel à des cabinets de recrutement. D'accord, donc ça c'est des stratégies de recrutement particulières et diversifiées. Une fois qu'on a recruté, comment on fait pour garder ces talents? On évoque le terme de fidélisation qu'on développera. Alors, on n'a pas de recette magique, sinon on vous l'aurait donné lors des précédentes éditions, ça aurait été plus facile. Mais comme il n'y a pas une seule bonne réponse, c'est un sujet qu'on suit d'année en année. Il y a 2 piliers qui ressortent, la formation et la fidélisation. Pour commencer par le premier, sur la formation, lors de la première édition, vous répondiez que l'approfondissement technique était le pilier numéro 1 pour 80% des acteurs du numérique. Cette année, ce ratio est redescendu à 56% pour laisser place à d'autres éléments de formation qui sont plutôt axés sur les méthodologies de projet pour 23% et pour l'appropriation de nouvelles technologies pour 13%. D'accord, ça c'est pour la formation. Et on a donc la fidélisation. Exactement, la fidélisation. Alors, différents moyens de fidélisation dont font partie les plans de formation. On trouve aussi l'organisation d'événements, les sessions de team building, mais également la mise en place de politiques et d'actions RSE, dont on parlera un peu plus tard. Néanmoins, l'outil de fidélisation numéro 1, il reste directement connecté à l'augmentation des salaires qui sont proposés aux collaborateurs. Un dernier chiffre sur cette partie talent. En 2021, l'augmentation de salaire moyenne qui a été proposée aux salariés a été de 5%. Donc pour résumer, encore et toujours 3 axes qui sont presque indissociables, le recrutement, la formation et la fidélisation. Alors avant d'avoir un commentaire avec Charles Mauclair, on va regarder les réponses à cette question, la deuxième question qui vous était posée. On va afficher les résultats. Allô, allô, les résultats sont-ils ici? Oui. Alors du coup. Là, il y a plein de chiffres dans tous les sens. Alors en fait, ouais, ok, d'accord. Je vous aide, Charles. J'ai compris. Voilà, Okay. 25%, il y a 42% qui ont répondu que c'était 25%, 39% qui ont répondu que c'était 35% et 19% qui étaient 50%. Voilà. Alors, on aimerait que ce soit 50%, comme vous le savez toutes et tous dans la salle. Malheureusement, ce n'est pas 50%, c'est 35%. Donc c'est mieux que ce que la majorité d'entre vous pense. En fait, on vous a mis cette question-là parce que ce qu'il est intéressant de noter, c'est que si cette année, en 2021, vous avez embauché 35% de femmes dans vos effectifs, c'est plus que ce que vous avez jusqu'à maintenant. Puisque actuellement, dans nos effectifs, on a 29% de femmes. Donc on voit que la profession fait un effort pour se féminiser en embauchant plus de femmes. Et je passe un petit message aussi. Dans les salaires d'embauche que vous mettez, on embauche à un salaire plus élevé les femmes que les hommes, de l'ordre de 1 à 2%. Voilà, donc ça c'était le commentaire sur ce recrutement des femmes par le secteur. Il vaut mieux être une femme dans le numérique du coup. Voilà. Il y a des chirurgiens brésiliens qui vous attendent à la sortie pour ceux qui vont faire une opération. Mais il faut être adhérent numéum, sinon ça ne marche pas. Bah évidemment, sinon ça ne marche pas.
Alors, on va Charles, parler un petit peu des tensions quand même sur le recrutement. Il y a un vrai sujet. Qu'est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire pour parvenir à recruter et à bien recruter? Alors moi, je vais vous donner des tendances qu'on a vues dans les boîtes qui ont répondu au questionnaire. Maxime vous a donné les chiffres de l'étude. Et là, ce sont les gens qui ont candidaté au trophée. Donc ce qu'on peut noter, d'abord, nous, on voulait féliciter toutes les entreprises qui ont pris des initiatives de reconversion vers les métiers du numérique. Ça permet de gonfler leur pôle de salariés. Et aussi et surtout, ça leur apporte des candidats avec des parcours très variés qui sont hyper enrichissants pour nos boîtes. La grande tendance qu'on note, en fait, si on veut regrouper ça en une grande tendance, c'est qu'en 2021, vous avez beaucoup œuvré pour l'adaptation du processus de recrutement, l'individualisation en fonction des attentes des candidats. Il y a 2 ans, en fait, c'était vous qui dictiez comment allaient se passer les entretiens, ou il y a 3 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est plus nous. C'est les candidats qui nous disent qui ils veulent rencontrer, quand, si c'est en physique, si c'est en digital. Et c'est surtout eux qui décident de venir si et seulement si le projet que vous leur proposez les intéresse réellement. Voilà ce qu'on peut noter en tout cas. Ça veut dire quoi? En résumé, ça veut dire que c'est une individualisation aujourd'hui du process sur le recrutement? Oui, en fait, aujourd'hui, dans les entreprises, il y a une réelle individualisation, comme tu le dis. Et 2 personnes qui viennent au même moment n'auront pas forcément la même expérience avec le SN en termes de recrutement en fonction de leurs attentes. Alors, il y avait le triptyque qu'évoquait Maxime il y a quelques instants. À la fin du triptyque, il parlait de la fidélisation. Là aussi, il y a un vrai sujet. Que montre l'étude? Tu as étudié un petit peu plus. Alors, ce que disent les répondants au trophée, alors d'abord, on peut noter qu'on a quand même des équipes RH hyper dynamiques, hyper innovantes, très souvent enviées par d'autres secteurs, parce que justement, elles réfléchissent quotidiennement pour justement garder nos équipes. Donc là, on a vu 3 mouvements ou lames de fond majeurs. Vous avez répondu avec plein de superbes idées. Ce qu'on voit si on essaie de synthétiser ça. D'abord, le premier point, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour donner plus de liberté dans l'organisation du travail aux salariés. Alors, c'est arrivé avec le télétravail, mais désormais, nos équipes choisissent le nombre de jours de télétravail qu'ils font, quel jour ils prennent, ça change d'une semaine à l'autre, et ils choisissent aussi le lieu où ils vont bosser. Ils télétravaillent plus forcément de leur domicile, mais de partout, que ce soit en France, en province, dans une grande ville ou ailleurs. Ça, c'est le premier mouvement. Le second mouvement qu'on a vu, qui était aussi très intéressant, c'est que vous avez mené beaucoup d'initiatives pour former vos managers à plus d'écoute. Donc ça passe par de la formation en amont pour être capable de comprendre les contraintes personnelles de nos salariés et aussi leurs aspirations professionnelles. Et puis en fin de cycle, c'est aussi tout un tas d'éléments qui remontent du feedback pour que l'on puisse agir si on sent qu'il y a une difficulté auprès d'un salarié pour éviter qu'il nous quitte. Alors là, je fais une parenthèse, on a vu des trucs assez marrants. Il y a même des boîtes qui mettent en place des systèmes basés sur l'intelligence artificielle qui montent des red flags tous les jours en disant telle ou telle personne, a priori, elle pourrait quitter l'entreprise dans quelques semaines, mettez en place telle ou telle action. Donc il y en a vraiment qui vont loin dans l'ingénierie pour garder les équipes, celle-là, elle était marrante. Mais probablement profitable. Voilà. Et la troisième grande tendance qu'on a vue, c'est plus de transparence de la part de nos boîtes sur les possibilités qu'on offre à nos salariés. En fait, vous ouvrez de plus en plus le rideau pour permettre à vos salariés de choisir eux-mêmes leur formation et le projet sur lequel ils vont travailler. Et ça, ce n'était pas le cas il y a quelques années non plus. D'accord, donc le triptyque côté Charles Mauclair, c'est liberté, écoute, transparence. Quand je dis côté Charles Mauclair, c'est évidemment des résultats de l'étude et de ce que tu as pu voir. C'est ma devise aussi, c'est ma devise. Et c'est ta devise aussi. Si on se disait à un moment qu'on cherche à aller un petit peu plus loin, comment on pourrait faire? Alors si on veut aller un peu plus loin en quelques mots, le premier point, j'en donnerai 2. Enfin, vous en avez cité 2. Il y en a un premier qui est autour du partage des bénéfices. Alors ça va peut-être en faire grincer certains. Pendant longtemps, on a parlé de participation et d'intéressement. Mais on a vu quelques boîtes qui lancent de l'actionnariat salarié pour engager les managers et les salariés sur du long terme, sur la réussite de l'entreprise. Et ceux qui le font ont des meilleurs taux de rétention des équipes. Et le deuxième point, c'est la quête ultime. On en parle depuis des années, ce n'est pas toujours simple. C'est d'apporter du sens au travail de nos salariés. Alors, il y en a qui deviennent des entreprises à mission, mais il y a aussi quelques boîtes qui mettent en place des projets à impact positif et qui donnent du temps à leurs salariés pour pouvoir justement travailler dessus et apporter un sentiment de fierté. En tout cas, pour finir, Stéphane, tu ne me l'as pas dit, mais je prends quelques instants pour finir. Nous, chez Numéum, on est convaincus qu'on peut s'améliorer sur la rétention de nos talents et on pense que pour le faire, on doit être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, à l'écoute de nos salariés et puis tenter et explorer de nouvelles choses qui seront les différenciants demain pour vous sur le marché de l'emploi. Voilà. Merci beaucoup Charles pour ce commentaire. Oui, ça s'applaudit, cette analyse et commentaire. On va remercier Maxime qui nous rejoindra dans quelques instants. Charles, tu vas rester avec moi puisqu'on va accueillir un invité qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. C'est Julien Brézin, il est directeur général de Great Place to Work. Je vous remercie de l'accueillir, s'il vous plaît.
tous, à toutes. Il n'y a pas encore 35% de femmes, effectivement, dans la salle. Ouais. Alors, est-ce qu'on vous entend bien? Je suis pas sûr. Je sais pas. Si, ça y est, Est-ce c'est que là, bon, vous m'entendez mieux le micro fonctionne bien. Julien, un grand merci d'être avec nous Merci, ce soir. merci d'être là. Parce qu'on avait envie de parler, évidemment, puisqu'on parle gestion des talents. Quand on connaît votre structure, vous vous intéressez évidemment à ce qui se passe au sein des entreprises. Il y a quand même une tendance aujourd'hui qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui pourtant est sociétale, c'est... on a appelé ça un peu le quit aux États-Unis. C'est cette volonté de gens aujourd'hui de ne plus avoir envie de travailler, et notamment chez les jeunes. C'est assez nouveau, ça fait flipper, non? Alors, effectivement, c'est une vraie grosse tendance aux États-Unis de Great Resignation. Enfin, il y a plein de mots, il y a plein de noms, plein de concepts plus ou moins fumeux là derrière. Néanmoins, c'est une tendance de fond qu'on voit émerger sur un questionnement du rôle dans l'entreprise et du rôle du salarié face à l'entreprise. Alors nous, chez Great Place to Work, notre job, c'est d'essayer de regarder un peu, d'interroger les collaborateurs, les vôtres. Comment on les interroge? On les interroge sous un angle bien précis, qui est le niveau de confiance ressenti. C'est pas parfait, c'est pas tout, mais c'est un angle important. Et pourquoi on a choisi cet angle de la confiance? C'est parce que académiquement, c'est le plus prouvé, et que managérialement, vous tous qui êtes des leaders dans vos organisations, vous savez à quel point la confiance, elle est structurante et elle vient nourrir la relation au collaborateur et à la collaboratrice. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, on le voit dans toutes les ESN, mais on le voit dans des organisations très différentes aussi. Hein, l'hôtellerie, tout à l'heure en venant, j'entendais Pôle emploi qui est en train de mettre une espèce de hotline spécifique pour aider les organisations à trouver des collaborateurs et des collaboratrices dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, il y a des hôtels qui ferment la moitié d'un étage, qui ferment des étages complets parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. Donc ça concerne toutes les populations. Est-ce qu'il y a des tendances particulières qui se dégagent aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur nous 4 grandes tendances qu'on voit chez vos collaborateurs et vos collaboratrices. Première tendance, on l'appelle, désolé pour l'anglicisme, le smart working. Ça veut dire, en gros, je travaille où je veux, quand je veux, sur l'activité que je veux. C'est pas facile à gérer quand on est dans sa boîte. Mais rappelez-vous tous et toutes ce que vous viviez quand, en 4e, vous étudiez Beaumarchais, vous étudiez l'unité de temps, l'unité de lieu, et il y en avait une 3e qui était l'unité d'action. En fait, tout ça a explosé, et le Covid est venu catalyser, accélérer cette explosion-là. Et vous ne pouvez pas faire contre. Encore une fois, le gros sujet, alors encore plus dans vos organisations, n'oubliez pas, tout à l'heure j'entendais le télétravail c'est pour tout le monde, non, il y a 25-30% des jobs qui sont télétravaillables, il y a 75% des jobs qui ne le sont pas. Donc en termes de cohérence d'organisation, c'est un énorme sujet. Vous êtes moins concernés que d'autres secteurs d'activité, mais n'oubliez pas, smart working, c'est vraiment un sujet sur lequel c'est dur d'aller contre. Deuxième élément, on en parlait tout à l'heure, nous on appelle ça du leadership versus du management. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'effectivement le rôle du management intermédiaire comme acteur au quotidien, je parle du management intermédiaire comme acteur au quotidien en proximité est absolument essentiel pour que vos équipes, vos collaborateurs se développent, grandissent. Le contrat que vous avez avec eux, ce n'est pas de les payer. Ça, c'est juste normal. Parce que vous avez, et vous pouvez augmenter les salaires. J'entendais tout à l'heure, il faut augmenter les salaires. Sincèrement, il va falloir les augmenter sérieusement. Et nous, ce qu'on voit, c'est que assez vite, ça s'érode. Alors après, il ne faut pas être en dessous du marché. Mais globalement, pourquoi on quitte sa boîte? Parce qu'avec notre manager, ça ne va plus. Donc la clé, c'est le management intermédiaire. L'IA va certainement aider, je reprends ce que tu disais, mais sincèrement, la proximité, c'est clé aussi. C'est quoi un bon leader? C'est celui qui est là, non pas en sachant, en aidant, en coach, celui qui vient construire la capacité pour son équipe de réussir. Il s'intéresse à l'autre plus qu'à lui. Il ne prend pas les succès de son équipe, il les fait émerger. Ça prend du temps, honnêtement, d'arriver à faire grandir vos managers dans cet élément-là. Donc, premier élément, on l'a vu, le smart working. Deuxième élément, du leadership versus du management. Troisième élément, de l'inclusion.
On n'y est pas du tout là. Hein. Il y a là, enfin je suis désolé quand on regarde la salle, là, on n'y est pas encore. Ça ne veut pas dire que vous n'y travaillez pas, bravo pour les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Il y a encore beaucoup à faire. Et nous, ce qu'on analyse, ce n'est pas la réalité des chiffres, on analyse la perception. Et je vous garantis que les perceptions d'équité femmes-hommes aujourd'hui dans les organisations sont loin d'être parfaitement équivalentes. Je vous parle de perception, je ne vous parle pas de rémunération. En fait, la rémunération, c'est juste normal. Donc là, inclusion, évidemment, ça va plus loin que simplement femmes-hommes, origine ethnique, orientation sexuelle. Il y a des tas de thèmes comme ça. N'oubliez pas et gardez en tête que là-dessus, les jeunes générations, elles sont intraitables. Une erreur et je m'en vais. C'est intraitable. Il n'y a pas d'option, en fait, sur cette dimension-là. Je suis désolé, hein, je suis un peu raide, mais c'est vraiment la réalité de ce qu'ils ressentent, en tous les cas, ce que donnent nos chiffres. Donc, premier élément smart working, deuxième élément du leadership, troisième élément de l'inclusion, quatrième élément, et ce n'est pas le plus facile, tu en parlais, du sens. Comment trouver du sens et comment donner du sens? Alors, toutes les entreprises, elles ne replantent pas des arbres. Toutes les entreprises, elles ne luttent pas contre le réchauffement climatique. Par contre, tous les managers de proximité sont capables de donner un sens à l'activité qui est faite par celui et celle qui est dans leur équipe. Donc, il ne s'agit pas de planter des arbres, il ne s'agit pas de... Ça aide, mais nous, on a pas mal d'organisations comme ça, type quasiment ONG ou ESS. Je vous garantis que managérialement, ça ne fait pas le job non plus. Donc, le sens ne se construit pas uniquement par le rôle de l'entreprise. Le sens, il se construit aussi par l'activité du manager de proximité. Je suis un tout petit peu plus long, pardon. Non, mais c'est passionnant et j'entends pas une mouche voler, donc ça veut dire qu'évidemment ce discours intéresse. Et Julien, il y a quand même une question, est-ce que ça veut dire que si on répond à ces 4 tendances-là, on peut recruter, fidéliser, donc on peut y arriver? Alors malheureusement, répondre c'est bien, mais en plus c'est complexe, parce qu'en fait, ce que vous voyez se dessiner, c'est une forme de paradoxe, qui est, je vous l'accorde, vraiment complexe à gérer. Entre d'un côté, le smart working, l'hyper-individualisation, on en parlait il y a 5 minutes, sur le recrutement, mais sur la gestion de carrière, sur la gestion des montées en compétences, etc. Donc, moi, ça tire. Et c'est dur pour les organisations de répondre à ce besoin-là. Et de l'autre côté, la quête de sens, elle est souvent collective. La quête de sens, elle est rarement seule. Et donc, vous avez une espèce de diagramme qui s'organise, ou comment on appelait ça, une matrice, je ne sais plus comment ça s'appelait en maths, mais il y a un moment où il y a un paradoxe, en tous les cas, qui se génère, et les organisations vont devoir essayer de trouver du sens et de l'individualisation en même temps. Ce n'est pas simple. C'est pour ça que moi, la seule chose que je peux vous dire en message de conclusion, c'est mesurer avec Great Place to Work, avec du Small to Work, avec ce que vous voulez. Ce n'est pas grave. Mesurez dans le temps ce qui se passe chez vos collaborateurs et chez vos collaboratrices. Essayez de décrypter leurs attentes. Essayez de les comprendre, de les éclairer, etc. Et c'est comme ça, je crois, que vous arriverez en fine-tuning à résoudre cette équation qui est hyper complexe. Pardon ? Un baromètre de perception. Un baromètre des perceptions. Enfin, ce que vous voulez, c'est vraiment utiliser n'importe quoi, mais qui vous corresponde, qui vous plaise, et utilisez-le dans la durée. Vraiment, c'est mon petit conseil, quel que soit l'outil que vous utilisez. Merci beaucoup Julien Brézin d'avoir été avec nous ce soir. Merci infiniment. Merci Charles également d'avoir été avec nous. On pourrait résumer ce paradoxe par « nous sommes collectivement individualistes ». Voilà. Allez, on va remettre le trophée maintenant dans cette catégorie gestion des talents. Et pour remettre le trophée, je vous remercie d'accueillir Olivier Balva. Il est directeur général de M2I Formation. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonsoir Olivier, merci d'être avec nous ce soir. Alors c'est à vous que revient l'honneur de nous annoncer le nom du lauréat dans cette catégorie gestion des talents. Alors le lauréat, je ne sais pas si on m'entend. Si, c'est bon, on vous entend. Le lauréat du prix est Clever Edge. Clever Edge, on va accueillir dans quelques instants Frédéric Bon, mais avant, vidéo. Bonjour, Frédéric Bon, président et fondateur de Clever Edge, un groupe d'à peu près 400 personnes qui intervient en consulting to delivery sur les projets digitaux de nos clients. Alors la gestion des talents chez nous, elle passe par 4 piliers.
Le premier pilier, c'est le management de proximité. Le manager d'un collaborateur fait le même métier que lui, peut l'encadrer. Le deuxième pilier, c'est notre motto « Sit Easy Feller ». On incite les collaborateurs à de la mobilité géographique, la mobilité de métier, passer du marketing au conseil, au commercial, etc. Le troisième pilier, c'est l'entraide. On essaye de limiter la compétition interne pour que les équipes puissent s'entraider au maximum pour faire face aux enjeux de nos clients. Donc pas de compétition entre Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon, de l'entraide. Et le quatrième pilier, le package salarial qui vient matérialiser ça, l'intéressement participation qui représente 30% de rémunération l'an dernier, et l'actionnariat salarié. Actuellement, 10% des collaborateurs sont actionnaires. On va le généraliser à tous et toutes pour qu'ils deviennent propriétaires de leur futur. Merci d'accueillir Frédéric Bon, s'il vous plaît. Président fondateur de Clever Edge. Bonsoir, allez-y. Bonsoir, merci d'être avec nous. Olivier, peut-être un commentaire avant de donner la parole à Frédéric. Oui, donc un prix qui a été remis à Clever Edge pour souligner notamment, donc, on l'a vu dans la petite vidéo, la façon avec laquelle l'entreprise sait impliquer ses salariés, cette capacité aussi de mobilité interne. Et puis un des éléments qui principalement l'a distingué, c'est cette volonté de rendre actionnaires tous les salariés de l'entreprise, donc avec un package actionnarial très fort, un retour, en tout cas un partage des revenus aussi très élevé. Et je crois que c'est un des éléments qui vous a distingué de tous les autres. Donc vraiment bravo en tout cas pour ce prix. Merci beaucoup. On est très honoré de recevoir ce prix. On est évidemment sur le nerf de la guerre pour chacun d'entre nous, avoir des collaborateurs de talent qui vont porter les projets que l'on délivre. Donc c'est un honneur important et je remercie évidemment en priorité nos collaborateurs qui sont les talents qu'on anime au quotidien. Donc on est évidemment très honorés. C'est aussi un peu une revanche du temps long sur le temps court. On est dans un écosystème, on entend beaucoup parler de Startup Nation, on entend parler beaucoup d'instantanéité. Gérer des talents, ce n'est pas de l'instantané, ça prend du temps, ça se construit. Et le fait de le faire se retrouve rendu, je dirais, au centuple par les talents qui investissent leur temps chez nous. Donc on est ravis de ça. Et peut-être un mot sur l'actionnariat salarié. Je pense que c'est un point qui est hyper important. Et là, je pense qu'on a un rôle tous de lobbying. Aujourd'hui, il y a presque un sujet de souveraineté nationale, de favoriser la transmission de nos entreprises aux collaborateurs, à notre écosystème proche de nous. Moi, ça fait 21 ans que j'ai monté cette boîte. On est né dans le digital. Si je compte le nombre de boîtes qui sont nées il y a 21 ans, qui sont encore indépendantes et qui sont dans des situations de conquête du marché, que ce soit par croissance organique ou croissance externe, on est plus nombreux. Donc il y a un attrait aujourd'hui très fort, une financiarisation très forte de notre secteur. Et aujourd'hui, je pense que des regroupements professionnels comme le nôtre doivent aider à ce que la transmission d'entreprise vers les collaborateurs se fasse de manière beaucoup plus fréquente et qu'on ne soit pas juste un anecdote ou un ovni dans le paysage. D'accord. Juste une question sur ce sujet-là. Vous le disiez, c'est pour inscrire aussi les choses sur le temps long. Mais est-ce que, puisqu'on parlait fidélisation, recrutement, etc., est-ce que vous mettez ça en avant pour la fidélisation des collaborateurs à travers cet actionnariat salarié, ou est-ce que vous utilisez ça également comme un argument pour le recrutement ? Alors, c'est évidemment un argument pour le recrutement. On essaye de projeter les gens dans la durée jusqu'à devenir actionnaire s'ils le souhaitent. Alors, avec un certain nombre de garde-fous, évidemment. Et on a aussi, dans la gestion des talents, je pense, dépassé le sacro-saint CDI. Aujourd'hui, on est obligé de faire avec des populations différentes. On est obligé de faire avec des populations qui seront en quelque sorte des mercenaires projets, donc qui vont s'inscrire le temps du projet chez nous et partiront, et d'autres qui sont des collaborateurs qui sont beaucoup plus structurels, sur lesquels on va les pousser vers de l'actionnariat salarié. Donc cette compréhension, je dirais, de ces modes de collaboration nous permet de répondre à l'ensemble des problématiques de chacun et de tous ces talents. Merci beaucoup Frédéric. Bon, on peut applaudir encore s'il vous plaît. Clever Edge. Alors, donnez-moi les micros, on va faire la photo. Hop, voilà. C'est par là que ça se passe, voilà. Derrière l'objectif. On peut applaudir encore Frédéric. Bon, Clever Edge. Merci Olivier Balva d'avoir été avec nous ce soir pour remettre ce trophée.